Bienvenue dans Parle Sud, le podcast de la région Sud. Chaque mois, nous partons à la rencontre de personnalités qui, dans leurs domaines respectifs, qu'il s'agisse de médecine, de sport, d'industrie ou de culture, ont su casser les codes. Nos invités ne font rien comme les autres, c'est ce qui rend leur histoire passionnante. Ce mois-ci, rencontre avec un des meilleurs ultra-trailers de la planète, Mathieu Blanchard, qui a fait du territoire son terrain de jeu. Vauclusien d'origine, il se définit aujourd'hui comme un citoyen du monde et des sommets enneigés à l'aridité du désert, il relève des défis pour le moins contrastés. La région sud, quant à elle, ouverte sur la Méditerranée et tournée vers l'Europe, est à la croisée des chemins et définitivement une terre de contraste. Pour toutes ces raisons, Mathieu Blanchard en est un ambassadeur exceptionnel. Bonne écoute. Mathieu, bonjour. Bonjour Caroline. Nous sommes très heureux de t'avoir au micro de Parle Sud aujourd'hui, car si la région Sud est à elle seule une aventure, tu en es, toi, Mathieu, l'incarnation. Alors, avant de te découvrir plus en détail, si tu devais te présenter à quelqu'un qui ne te connaît pas du tout aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais ? Oula, c'est une question difficile, mais au moment où on se parle, je suis un sportif professionnel. Mon sport, c'est la course à pied. Et si on va un petit peu plus dans la précision, c'est le trail running. Donc, c'est de la course à pied en milieu naturel. On a tendance à penser que le milieu naturel, c'est les montagnes, mais c'est tout ce qui est naturel, en fait, qui n'est pas de l'asphalte. Ça peut très bien être du sable. Il y a des courses dans le désert, de la jungle, du polaire aussi, la neige. Tout ça, c'est naturel. Donc, on appelle ça de la course de trail. Et si on va encore un petit peu plus dans la précision, je fais de l'ultra trail. Donc, c'est des courses en nature de très longue distance. C'est ma spécialité. On peut avoir l'impression d'un regard extérieur que tout est identique, mais en fait, c'est vraiment des méthodes d'entraînement, des philosophies différentes entre de la course à pied sur route, du trail court et du trail très long, comme je fais. Voilà. Et puis, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que mes origines sont du sud de la France. Je suis né à Cavaillon, pour être plus précis. Et puis voilà, ensuite, j'ai eu un parcours assez typique, je dirais, de lycée à Cavaillon, une école d'ingénieur, quelques années de pratique d'ingénieur dans un bureau. Et puis un jour, la vie est devenue plus atypique pour moi. Puisque voilà, le sport m'est arrivé dessus un petit peu comme une surprise assez tard dans ma vie. J'avais 26 ans quand je me suis mis à faire du sport un peu plus sérieusement. Voilà, j'étais loin d'imaginer ce qu'allait devenir ma vie le jour où j'ai chaussé des chaussures de course à pied pour la première fois. T'es allé super vite, hein. Presque, tu as déjà répondu aux aux deux prochaines questions. Moi, je t'ai demandé de te présenter. Effectivement, l'Ultra Trail, tu l'as présenté et c'est super intéressant et important pour celles et ceux qui ne le savent pas, de se dire que voilà, on est hors route, hors béton, tu le disais, hors asphalte, en montagne, dans la jungle, dans le désert. Tu l'as dit. Tu connais donc parfaitement la diversité de notre territoire. On est à distance aujourd'hui. Moi, je suis à Marseille. Toi, tu es aux Deux-Alpes. Hein, c'est là ton camp de base aujourd'hui. Est-ce que tu peux rajouter deux petites choses dès le début? Tu disais donc un des meilleurs ultra-trailers de la planète, ça c'est moi qui peux le dire. Coach, moniteur de plongée sous-marine, aventurier. Avant ça, tu as bossé dans l'ingénierie, dans la thermique. Tu es hyper jeune encore. On a l'impression que tu as vécu 1000 vies déjà. Oui, alors c'est peut-être une chance plus que des choix. Voilà, j'ai eu des belles surprises dans la vie. J'ai su aussi avoir une ouverture d'esprit pour écouter des signes, écouter des envies aussi plutôt que de les fermer tout de suite. Et c'est sûr que ça m'a amené vers divers casquettes, Ouais. bonnets, sûrement à la montagne. Plus jeune, c'est sûr que moi j'ai grandi proche de l'océan à Marseille aussi. J'ai un appartement juste à côté de la plage des Catalans. C'est là que j'ai encore ma licence symbolique de plongée sous-marine au club de l'Estac. Mes parents ont tenu un club de plongée dans les Antilles pendant une dizaine d'années, donc c'est sûr que j'ai baigné dans l'océan et naturellement je suis devenu moniteur de plongée, métier que j'ai pratiqué pendant quelques mois dans mes études d'ingénieur et dans les moments où l'ingénierie me stressait un petit peu trop. Voilà, c'était un petit peu une soupape de décompression pour moi. Et puis c'est ça aujourd'hui.
multicasquette. On parle de coaching. Je fais du coaching, je fais des conférences en entreprise. Et ce que j'aime beaucoup aussi, outre l'aspect purement performance du sport, des compétitions comme on peut l'imaginer, c'est de raconter ce que je vis. Donc, je peux considérer que j'ai une casquette aussi de créateur de contenu. Voilà, j'aime créer beaucoup de contenu sur différents canaux, sur les réseaux sociaux, dans un livre plus récemment, dans des films aussi. J'adore aussi le canal de communication film. C'est quelque chose où je m'épanouis énormément. Et ça donne un sens à ma vie, au final, d'avoir des communautés grandissantes et surtout des retours de cette communauté qui m'apportent beaucoup de gratitude puisqu'ils me disent de manière très explicite que les messages que je leur fais passer, les images que je partage de cette belle nature et de mes aventures leur donnent eux aussi l'envie de quitter leur canapé ou leur vie parfois un petit peu trop sédentaire pour aussi expérimenter des activités physiques, des aventures ou micro-aventures en milieu naturel. Et ça, c'est quelque chose qui donne beaucoup de sens à ma vie et qui aussi donne une raison plus évidente pour moi d'avoir une utilité sur cette planète Terre. Ah oui. Et donc, voilà, c'est des journées bien remplies. Je vois ça. Et est-ce qu'on peut dire, parce que j'ai envie évidemment de savoir comment cette discipline, pour en revenir à l'ultra trail, s'est imposée à toi, mais est-ce qu'on peut dire que tout a commencé pour toi via ton aventure télévisuelle, car tu es aussi connu du grand public pour avoir participé à koh. Alors, c'est arrivé après. Je dirais que l'aventure, c'est quelque chose que j'ai découvert récemment. On peut devenir aventurier, mais on peut aussi être aventurier dans l'âme. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours eu en moi. Voilà, c'est peut-être aussi lié à mon éducation, des parents qui ont quitté mi-vingtaine la métropole pour aller monter ce club de plongée. Ils avaient 25 ans à l'époque. On faisait pas ça il y a 30 ans en arrière. Ils ont énormément voyagé. Ils m'ont amené avec eux. J'avais à peine une semaine que j'étais déjà dans un avion. Donc peut-être que voilà, ils ont insufflé en moi cet esprit d'aventure. Et c'est ce que je fais aussi aujourd'hui, des aventures totalement hors course. Moi, je découvre l'ultra trail en 2017 et je fais le tournage de koh en 2019. Et pour la petite anecdote, au moment où je suis parti tourner l'émission sur les îles Fidji au milieu du Pacifique, j'étais au même moment sur l'île de la Réunion, à quelques jours de prendre le départ de la fameuse Diagonale des Fous, qui est une course pour moi purement aventure, c'est de l'aventure. J'ai malheureusement pas pu prendre le départ puisque bon, l'émission m'a demandé de rejoindre le tournage le plus rapidement possible. Mais ça montre bien que l'aventure, le trail et tout ça était en moi, était arrivé avant, bien avant cette aventure koh. Alors, je le disais, tu connais parfaitement la diversité de notre territoire. Ici aussi, en région sud, tu as rappelé tes origines, donc une terre de contraste, d'aventure entre mer et montagne. Pour toi qui as parcouru le monde, en quoi la région sud est un terrain de jeu? Sans borne, peut-être, sans limite? Alors c'est vrai que j'ai eu la chance de parcourir le monde et je suis allé dans tous les milieux, tous les types de biotopes, de jungle, de polaire, de montagne. J'ai eu la chance de voir beaucoup de choses. Et alors on va revenir sur le sud après, mais je trouve que la France, et c'est vraiment pas chauvin de dire ça, c'est vraiment réaliste. Je trouve qu'il y a une diversité de paysages que j'ai vu nulle part ailleurs. En fait, c'est dans la France, on peut tout avoir. On peut avoir le monde entier, on peut avoir des forêts un peu plus humides, très sèches, de l'altitude, du alpin, de la plage paradisiaque. Enfin, c'est vraiment hyper diversifié. Et le sud particulièrement, bon, moi, ce qui me plaît aussi, c'est que j'ai grandi là. Je suis un petit peu comme certains fruits et légumes de ma région. J'ai besoin du soleil pour pouvoir me sentir bien. Il y a beaucoup de diversité aussi autour de chez moi. C'est sûr que j'ai la chance de pouvoir arpenter des montagnes qui sont pas très hautes, mais qui ont un fort caractère. Je pense aux Luberon et aux Alpilles que j'ai traversées de long en large, en vélo, en courant. Et puis, il suffit de rouler 1 heure pour rejoindre la côte, les Calanques, les eaux bleu turquoise. Les mêmes couleurs d'eau qu'on peut retrouver en Polynésie sont dans les Calanques. Euh, et donc, ça en fait un terrain de jeu qui est vraiment fabuleux et que l'on peut pratiquer quasiment toute l'année. Avec voilà nos conditions météorologiques, on peut faire des belles sorties de vélo encore en plein mois de décembre. Et on peut aussi aller expérimenter de l'altitude, du froid et des conditions assez extrêmes qui pourraient nous préparer à des projets plus costauds
Je pense par exemple au Mont Ventoux. Le Mont Ventoux, y aller en plein hiver par Mistral, c'est des conditions qui sont extrêmes. Là, on parle de ressenti -20, -30, même chose que je peux retrouver sur des aventures au nord du Canada, par exemple. Donc, vraiment une région ultra diversifiée et surtout super agréable à vivre. Là, c'est plus mon côté chauvin qui va parler. J'ai grandi, voilà, dans une culture avec des grands-parents très ruraux, le patrimoine local, les activités culturelles. Et c'est quelque chose qui a vraiment bercé mon enfance et auquel je suis très attaché. Alors, tu le disais, tu as besoin de soleil pour te sentir bien. Effectivement, peut-être que c'est dans le froid que tu repousses un peu les limites. Et pourtant, il y a une formidable aventure que tu as vécue au Canada. On va en parler. Mais là, tout de suite, si on suit tes réseaux sociaux, ce que j'ai fait hier soir avant de me connecter à toi aujourd'hui, tu reviens d'une expérience incroyable, encore une fois, avec des chasseurs alpins, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, pas plus tard qu'hier, j'étais encore hors réseau. Je suis parti quelques jours avec le 93e régiment d'artillerie de montagne. Donc, voilà, c'est un régiment qui est basé proche de Grenoble et qui a la spécialité d'intervenir en montagne dans les milieux extrêmes. Voilà, et puis j'ai eu la chance d'aller parcourir avec eux un bon morceau du haut plateau du Vercors, parc national magnifique en plein hiver. Voilà, donc en ski de randonnée, à arpenter ce territoire et à dormir aussi en pleine nature, dans la neige. C'est quelque chose que j'avais déjà expérimenté après avoir vécu, je ne sais plus si j'ai dit dans mon introduction, mais j'ai vécu 10 ans au Canada. Je suis d'ailleurs devenu citoyen canadien, donc plus un citoyen du monde aujourd'hui. Et c'est vrai que là-bas, ce n'est pas qu'un stéréotype. Les hivers sont très rigoureux et on peut s'entraîner à ce type d'aventure dans les milieux les plus extrêmes. Voilà, on parle de températures qui vont aller -40, -30. Et puis j'ai eu à dormir à l'extérieur dans ces températures-là. Donc c'était super de pouvoir revivre ça en France, sur le plateau du Vercors avec les militaires. Et puis j'en ai appris un petit peu plus sur aussi leurs techniques de survie. C'est super intéressant parce que le milieu polaire m'attire énormément. Il est extrême, il est difficile, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est vraiment quelque chose d'ultra précis en termes d'aventure. Et il y a des chances que dans les années à venir, on me revoie sur des explorations ou des aventures assez ambitieuses en milieu polaire. Donc une piqûre de rappel avec ces militaires était quelque chose de très très bon pour moi. Alors, tu pratiques un sport et tu vis des aventures extrêmes. L'aventurier, l'athlète professionnel que tu es, se met régulièrement dans l'inconfort et repousse les limites de l'humain. Justement, des limites, est-ce que tu t'en es mis certaines à ne pas dépasser? Alors ça, c'est une très bonne question. L'exploration des limites est vraiment quelque chose qui relie les aventuriers, les sportifs professionnels, surtout dans des sports nature où on est vraiment contraint non pas uniquement par la physiologie humaine et par nos capacités physiques, mais par aussi le milieu et les conditions du milieu. Et j'avouerai qu'aujourd'hui, j'ai pas encore la réponse. C'est une quête qui semblerait sûrement pas infinie, parce qu'on doit être quand même limité quelque part. Mais en tout cas, ce que j'apprends de la vie et de mon expérience des 5 dernières années en tant qu'aventurier et athlète professionnel, c'est que les capacités du corps humain, mais aussi de son mental, sont bien plus grandes que ce que on peut imaginer. Alors, je ne sais pas si c'est notre éducation, notre système moderne, le moment où on est passé à une vie plus sédentaire, au néolithique, j'ai aucune idée. Mais en tout cas, aujourd'hui, je découvre encore des capacités physiques, des capacités à résister au froid, à la chaleur dans des milieux extrêmes. Et j'ai un petit peu du mal à savoir où sont les limites, puisque le corps, en fait, est une super machine à s'adapter à partir du moment où on lui laisse le temps de s'adapter. Mais si on nous met dans un milieu extrême, au milieu du désert du Sahara, par exemple, les 2, 3 premières journées vont être excessivement inconfortables. Mais on va se rendre compte qu'au bout de 4, 5 jours, on va finalement être bien, on va pouvoir se déplacer sur de courtes distances, puis sur des courtes distances. Et ça, c'est super intéressant. Alors, c'est sûr qu'il y a des limites, mais ce qui est très bien fait dans le corps humain, si on est bien monté, évidemment, si on n'a pas de problèmes de santé ou de défauts, je dirais, mais en général, la limite, c'est la fatigue. C'est pas vrai que le cœur va s'arrêter ou qu'on va tout d'un coup mourir de froid ou mourir de chaud. Non, on va avoir quand même des limites de sécurité naturelles qui font qu'on va arrêter ce qu'on est en train de faire pour se mettre dans une zone de sécurité. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on va y retourner la fois d'après, ben, on va pouvoir aller un petit peu plus loin que là où on s'est fait arrêter la première fois. Donc, Oui. la question des limites est une très bonne question. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment, le corps humain a des capacités bien plus grandes que ce que l'on peut imaginer.
Et en préparant cet entretien, j'ai visionné et écouté beaucoup de choses évidemment te concernant. Je te trouve toujours très honnête dans tes ressentis. Quand tu souffres, tu le dis. Quand tu as peur, tu le dis. Comment tu la gères, la peur? Parce qu'elle est nécessaire aussi justement pour pas aller au-delà de ses limites. Ben la peur, c'est sûr que c'est une sécurité aussi pour pas se mettre en trop grand danger, voire en danger de mort. Maintenant, la peur, moi, je la vois comme un élément de l'équation qu'il faut savoir accepter, apprivoiser, qu'il faut savoir dompter aussi. Je remarque qu'il y a aussi de nombreuses peurs qui sont entrées en nous, encore une fois, par notre éducation ou par notre enfance. Ça peut passer par des dessins animés assez banals où on montre que la nuit, il y a des loups qui nous mangent. Et donc, c'est sûr que inconsciemment, quand on se retrouve pour la première fois à courir toute la nuit dehors, on a peur qu'il y ait un monstre imaginaire de l'imaginaire collectif qui nous a un petit peu traumatisés, qui crée des peurs, mais qui sont pas fondées. Et ça se déconstruit. Donc, il y a la peur fondée, la peur infondée. Pour moi, la peur fondée, c'est sûr que quand on est sur une arête avec 1000 mètres de ravin de chaque côté, oui, c'est une peur fondée. Il faut faire attention, mais c'est sûr qu'il y a aussi énormément de peurs infondées, encore une fois, qui vont nous freiner et nous bloquer dans des projets personnels, d'aventure, d'entrepreneuriat. On parle d'aventure sportive, mais on peut parler aussi d'entrepreneuriat. Et ça, c'est bien dommage parce que beaucoup de personnes, je pense, pourraient exploiter leur potentiel dans des projets de passion qu'ils ne font pas à cause de ces peurs infondées. Alors, la différence entre ton sport pro et une aventure comme celle que tu as vécue au Canada ou ces derniers jours sur le plateau du Vercors, c'est que ton sport, tu le vis seul. L'aventure, elle est collective. Dans quoi tu te sens le mieux? Alors, mon sport, alors ça, c'est vraiment une découverte et je suis bien placé pour le dire. J'ai pratiqué dans ma jeunesse beaucoup de sports collectifs par définition. J'ai fait, comme tout petit garçon, hein, du foot, du rugby. Et aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai d'avoir goûté à tous ces sports, la course de trail et d'ultra trail est pour moi le sport individuel le plus social au monde. Donc, ce qui veut dire que oui, il y a une grosse partie de l'entraînement qui se fait tout seul, puisqu'au final, le jour de la course, on est tout seul à porter notre dossard entre la ligne de départ et la ligne d'arrivée. Mais c'est des sports qui sont tellement demandants sur le plan physique, émotionnel, personnel, qu'il est impossible de pouvoir réussir des objectifs ambitieux de distance ou de performance sans avoir le soutien de notre entourage proche, voire d'un petit peu plus loin, de notre communauté aussi. Donc, on pense à notre compagne, à nos compagnons, notre famille, nos amis et notre communauté. Si on n'est pas soutenu dans ces projets, c'est sûr que ça peut pas marcher. Ce qui fait que c'est clairement, on le voit pas, hein, mais c'est un sport d'équipe. Moi, dans ma position aussi d'athlète de haut niveau, où je vais chercher des performances extrêmes, qui va demander des quantités d'entraînement énorme, des compréhensions aussi de mes proches. S'ils sont pas avec moi dans mon projet, s'ils me soutiennent pas, c'est sûr que ça ne peut pas marcher. Donc attention à l'image qu'on peut avoir des sports individuels par définition. Parfois, certains sports individuels vont demander un côté social très puissant qui va nous alimenter avec l'énergie nécessaire pour pouvoir réaliser ces sports-là. Donc voilà, j'aime dire que je pratique un sport individuel, mais qui est ultra collectif et social. Et est-ce que toutes ces aventures que tu vis parallèlement viennent nourrir ta pratique justement de l'ultra trail? Oui, tout à fait. C'est une forme d'équilibre. Alors ça, c'est un équilibre que j'ai trouvé. Être 100% athlète professionnel à m'entraîner à courir et mettre des dossards n'est pas un épanouissement plein pour moi. Voilà. Alors j'ai beaucoup d'amis dans mes teams professionnels qui dédient vraiment leur temps à 100% à ça. S'entraîner, manger, dormir, s'entraîner, manger, dormir, répéter tous les jours. Mais je sais pas. Peut-être que je suis un peu plus actif. J'ai besoin aussi de peut-être de challenge intellectuel aussi. Je me sens un peu plus, je sais pas, un peu moins utile à ma société quand je fais juste faire du sport. Et donc, c'est pour ça que j'ai trouvé cet équilibre en me mettant des projets annexes qui viennent me challenger mentalement, intellectuellement, qui me permettent de travailler avec une équipe aussi, parce que ce sport-là peut aussi isoler. Hein, être tout seul en montagne toute la journée, c'est super, mais on peut aussi s'isoler de la société. Et donc, ces projets-là vont me reconnecter avec des équipes. Ça va devenir vraiment des projets entrepreneuriaux, comme gérer une entreprise. Quand on monte une aventure, c'est sûr qu'on va voir les beaux films au cinéma ou sur YouTube, mais une aventure, ça peut être 6 mois, 9 mois, un an de préparation. Exactement pareil qu'une entreprise avec toute la partie logistique, sécurité, gestion de projet, finance. Enfin, ça touche vraiment énormément de corps de métier.
Il y a la réalisation de l'aventure et derrière, il y a aussi la diffusion de l'aventure. Donc, une aventure qui dure une semaine peut parfois demander un an de travail. Et c'est vraiment des projets qui sont très prenants. Maintenant, c'est drôle, j'en parlais encore hier soir avec un ami avec qui je suis allé faire un jog. Ce qui est important, c'est de trouver justement l'équilibre. Ça, c'est vraiment le nerf de la guerre, d'avoir des projets qui nous nourrissent au niveau énergétique à côté de notre train qui est sur les rails. Et parfois, la limite est fine. On peut avoir aussi des projets qui, au premier abord, semblent nous nourrir, mais vont au contraire nous drainer mentalement. Donc, il faut souvent prendre du recul, écouter aussi nos proches, la vie qu'ils ont par rapport à nos comportements du quotidien. Et voilà, toujours challenger cet équilibre pour être dans des projets qui vont nourrir plus que drainer de l'énergie. Et puis moi, aujourd'hui, c'est l'équilibre que j'ai trouvé. Je dirais que c'est même 50-50. Je donne 50% de mon énergie et mon temps à ma vie d'athlète professionnel et 50% à l'aventure et aux créations de contenu. Alors Mathieu, tu es originaire du Vaucluse, on l'a dit. Qu'emportes-tu du Sud avec toi? Que gardes-tu du Sud quand tu t'en éloignes? Alors, c'est vrai que le Sud, je l'ai quitté officiellement à l'âge de 17 ans pour aller faire mes études d'ingénieur, maths sup, maths spé. Bon, je suis pas parti très loin, je suis allé à Aix-en-Provence, mais très vite, une fois que je suis rentré en école d'ingénieur à Grenoble, j'étais attiré par l'étranger. J'ai fait énormément de projets, de stages et d'expériences professionnelles à l'étranger, entre l'Afrique, l'Asie, le Canada. Et bon, c'est sûr que moi, j'emporte avec moi, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vraiment très marqué. Il peut paraître assez banal, mais moi, je pense qu'il n'y a pas un soir où je ne fais pas un apéro. Alors, c'est pas l'apéro pour dans le but de se bourrer la gueule, mais pour moi, un apéro, c'est un moment convivial qui va être une réunion avec soi-même ou avec nos proches pour faire le bilan de la journée, pour parler de la suite de la semaine, un peu au même titre qu'on ferait une réunion professionnelle. Et aujourd'hui, on vit tout de même dans une société qui va à 1000 à l'heure. On n'a pas le temps de se parler. Et voilà, donc ça, c'est quelque chose que j'avais amené, que j'ai toujours amené avec moi quand j'ai été en colocation ou avec des collègues de travail expatriés où voilà, le moment apéro était super important. Et ça, c'est quelque chose qui était très culturel dans mon Vaucluse natal. C'est sacré. Ouais, c'est sacré. Ensuite, voilà, j'ai beaucoup de respect aussi pour tout ce qui va être patrimoine et puis tradition. J'ai chaque année, on a eu des dates toujours très fortes en famille qu'il fallait pas manquer. Les ferrades taurines, les fêtes de village l'été. Bon, je vais pas tous les mentionner, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué parce que j'ai vu les anciens avec les larmes aux yeux, souvent dans ces moments-là de tradition, surtout quand les chants arrivent ou des souvenirs remontent aussi. Et puis c'est vraiment un héritage qui permet de se rappeler un petit peu d'où on vient et où on va, ce qu'on a tendance un petit peu à oublier. Ce qui fait que quand je me suis retrouvé dans des pays à l'étranger avec des traditions comme ça, j'ai aussi eu beaucoup de respect pour ça et observé autour de moi les émotions que pouvaient avoir les gens et aussi comprendre l'origine de ces traditions-là. Et puis, on apprend beaucoup sur la culture, sur la personnalité des habitants et des pays avec ces traditions-là, plus que voilà sur une page Wikipédia ou dans un guide du routard. Alors pour celles et ceux qui voudraient découvrir le Sud en mode trail ou rando active, tu as parlé de quelques spots tout à l'heure dans les Alpilles ou le Mont Ventoux. T'en as d'autres en région Sud à nous donner? Oui, bon, le Luberon, c'est sûr qu'il est magnifique, Luberon, Alpi. Alors attention, c'est des terrains qui sont très techniques avec beaucoup de roches et surtout l'été très chaud, très aride, très peu de points d'eau. Donc voilà, faut quand même le mériter. Bon, après, tous les monts du Vaucluse derrière avec le Mont Ventoux qui les domine sont excessivement magnifiques. Et bon, c'est sûr que j'adore aussi les Calanques. Alors là, pour le coup, j'y vais pas en été. C'est un petit peu, il y a un petit peu trop de monde. J'aime y aller hors saison, début printemps ou automne et traverser les Calanques des Gouttes jusqu'à Cassis, voire même jusqu'à La Ciotat, c'est vraiment une aventure incroyable. Ce calcaire blanc qui contraste avec le bleu turquoise de la mer en bas, c'est vraiment extraordinaire. Et je recommande de visiter ce coin-là hors période d'affluence, qui est vraiment pas agréable. Alors Mathieu, pour finir, on a envie de savoir quels sont tes projets. Tu bosses sur quoi là? Alors, au moment où on se parle, moi, je suis revenu en France, dans ma France métropolitaine, il y a à peine quelques mois en arrière, à l'été 2023, après avoir passé 10 ans au Canada. Donc, c'est un petit peu un retour aux sources. Et tout à l'heure, tu as utilisé le mot camp de base.
c'est vrai que je l'utilise encore qu'en base parce que c'est nouveau pour moi de revenir en France. J'ai encore mes petites habitudes québécoises et je bouge aussi beaucoup pour mes aventures, ce qui fait que ça me rassure de me dire que c'est plus un camp de base où je vais être entre deux aventures que vraiment une maison où je vais être à 100% routinier. Donc là, j'ai installé ce camp de base dans les Alpes, donc tu l'as dit, aux Deux Alpes, région de Loisan, que j'ai choisi aussi pour de nombreux critères, dont un qui est que c'est la région dans les Alpes la plus ensoleillée. Donc on revient encore au soleil, très important pour moi. Et donc je découvre un petit peu ce qu'est la montagne. Moi, je l'ai jamais en fait connu. J'ai habité à Montréal pendant 10 ans. C'est là que j'ai découvert le trail. Et puis bon, il n'y a pas d'énormes montagnes au Québec. Et donc là, je découvre les métiers de la montagne, les sports qu'on y pratique. Et là, en l'occurrence, cet hiver, j'ai découvert le ski alpinisme, qu'on appelle aussi ski de randonnée, ski mountaineering. Bon, chacun a son terme. Et en gros, l'idée, c'est de pouvoir balader avec des skis en nature, avec des pots qui vont nous permettre de remonter les pentes. Et il y existe aussi des compétitions dans ce sport-là. Et voilà, j'ai décidé avec ma compagne Alix et un journaliste de participer à l'une des courses les plus prestigieuses de ce sport, qui s'appelle la Patrouille des Glaciers, qui est une course assez extrême mi-avril en Suisse. Normalement, il faut quelques années de pratique pour pouvoir y participer. Mais moi, je le mets dans le cadre de l'aventure cette fois-ci parce que j'ai skié en décembre. J'ai repris le ski après des années sans skier où on était encore en chasse-neige sur des pistes bleues en décembre et on se retrouve 4 mois plus tard sur une course de ski alpinisme de 60 km, 5000 mètres de dénivelé, avec des cols à plus de 3000 mètres, des pentes à 40 degrés, donc quelque chose d'assez extrême. Et c'est ce qui occupe mon temps en ce moment. Voilà, on raconte cette histoire à travers une petite web-série YouTube. Bien sûr, au printemps, le trail va revenir au galop avec le retour à des entraînements de plus en plus volumineux et puis des courses majeures. Sinon, j'ai aussi cette année un projet justement de revenir à l'océan. Ça fait longtemps que j'ai cherché une histoire pour connecter le monde de l'océan à celui de la montagne. Et l'idée sera de travailler avec un apnéiste professionnel qui habite à Marseille d'ailleurs, qui est un sudiste aussi. Il s'agit de Morgane Bourchy, qui a eu des records du monde dans ses moments en compétition. Bon, il a pris sa retraite maintenant. Et on va travailler ensemble sur la rencontre de deux sports, le trail, l'apnée. Qu'est-ce qu'on peut s'apporter l'un et l'autre dans nos échanges, dans nos sports respectifs au niveau mental, mais physique aussi. Et puis, on va se lancer des défis respectifs pour donner un petit fil conducteur à ce projet. Donc ça, c'est quelque chose qui va vraiment m'occuper cet été. Et si on regarde un petit peu plus loin, l'hiver prochain, des chances que je me retrouve à nouveau sur des projets polaires assez extrêmes, puisque j'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui m'attire énormément. Ça peut paraître un petit peu fou, mais c'est vraiment un milieu qui m'attire. Donc j'ai la chance d'habiter en montagne et de pouvoir m'entraîner aussi dans des conditions difficiles de froid, qui me permettra d'aller affronter des défis probablement début d'année prochaine du côté du polaire. Bon, un aventurier, un vrai, on le disait, mais rien d'autre à ajouter. Je rappelle quand même qu'il y a ce livre Vivre d'aventure chez Flammarion. On apprend plein de choses, les dépassements de soi. Il y a plein d'exemples. On te suit sur différentes aventures, dont l'Ultra Trail du Mont Blanc. Bravo, merci mille fois Mathieu de m'avoir accordé un peu de temps dans ce planning fou, vertigineux. Merci beaucoup. Merci Caroline. C'est la fin de cet épisode de Parle Sud. Nous espérons que vous avez passé un bon moment et que vous serez fidèles à ce rendez-vous. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous pour être les premiers informés de la diffusion des prochains épisodes et n'hésitez pas à nous encourager en laissant des avis et des étoiles sur vos applications de podcast préférées. À très vite.